Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le dossier que nous ouvrons aujourd'hui, chers amis, est le plus extraordinaire depuis le début de cette émission, et chose curieuse, il est pratiquement inconnu en France. Tout commence, tout s'explique avec les deux photos que nous avons devant nous. Ces photos sont celles de deux hommes d'environ 35 ans, ce sont deux Danois, et l'un comme l'autre sont blonds avec le type scandinave. Mais la ressemblance s'arrête là, car c'est justement le contraste entre les deux personnages qui est extraordinaire. L'un s'appelle Kjell Nielsen. Il a le visage long, sec, sauf les narines qui sont plus dilatées, plus charnues que le reste du visage. Une mâchoire bien dessinée, la bouche grande, les yeux abrités, le sourcil tombant assez bas sur l'œil, le front haut s'évase légèrement. Deux rides verticales que les spécialistes appellent les rides de la concentration partent de la racine du nez, ce qui ajoute encore une sorte d'acuité à son regard perçant. Dans l'ensemble, le visage est extrêmement tonique, exprimant une forte impression de fermeté. Si je vous décris ces personnages, c'est parce que cette description est essentielle à cette affaire. L'autre personnage s'appelle Pál Ardrup. Pál Ardrup a le visage non plus long et sec comme Nielsen, mais d'un ovale lourd, large, épais, charnu, pas de lèvres minces, mais une bouche épaisse, les sourcils s'amollissent en arcade au-dessus d'un œil peu abrité, mais pas grand ouvert, et surtout un peu vague et comme sans couleur. Les oreilles sont petites, il a un air endormi, les narines sont aplaties latéralement, et son visage donne l'impression d'une puissance presque totalement passive. Les caractères opposés de ces deux visages sont frappants. Mais en les regardant l'un et l'autre, on comprend qu'ils ne sont pas seulement opposés, ils peuvent devenir complémentaires. Encore fallait-il qu'ils se rencontrent. Les uns considèrent que Nielsen devait fatalement rencontrer son Ardrup et Ardrup son Nielsen. Pour les autres, c'est le hasard, Dieu ou le destin, comme on voudra, qui les a fait se rencontrer. Toujours est-il que cette rencontre a ouvert l'un des plus extraordinaires dossiers de la police que nous ayons eu à dépouiller jusqu'ici et que Jacques-Antoine a choisi. Je vous le dis tout de suite, chers amis, le dossier de cette affaire ne s'est refermé qu'en 1967. Mais il a été ouvert le 21 mars 1951, au matin, dans une rue tranquille dans un quartier de Copenhague. Au mois de mars, c'est encore l'hiver ici et personne ne remarque le jeune homme falot vêtu d'un passe-montagne qui marche d'un pas régulier et calme dans la foule. Personne non plus ne lui prête attention lorsqu'il pénètre dans la succursale d'une banque, la Landmanbanken. Tranquille, il traverse le hall pour s'arrêter devant le guichet de la caisse. Avec une calme assurance, il sort alors un pistolet. L'argent, vite. Le caissier lève la tête, les yeux arrondis, mais son étonnement et sa peur se transforment en sourire. Allons donc, un gangster, ce garçon, à l'allure débonnaire. Le caissier pense qu'il suffit de temporiser et il refuse. Alors, tout aussi calmement, le garçon débonnaire appuie une première fois sur la détente de son revolver et se retourne vers le directeur de la banque qui s'avançait vers lui. Deux coups de feu éclatent donc, comme le tonnerre, entre les murs de marbre et le sol dallé de la banque. On entend le bruit sourd de la chute du caissier qui, après avoir glissé sur son comptoir, a disparu derrière. Il ne reste qu'un peu de sang sur les billets. Quant au directeur de la banque, il est maintenant allongé sur le sol, tandis que retentit la sirène d'alarme. Alors, c'est du moins ce que rapportent les témoins, quelque chose paraît se casser dans l'esprit de l'agresseur. Encore une fois, ce sont les témoins qui insistent sur ce détail, et Dieu sait qu'il est difficile d'imaginer ce qui se passe dans l'esprit d'un homme dans un moment pareil. Tout se passe comme si le garçon s'apercevait seulement qu'il vient de tuer deux hommes. Ce qui est certain par contre,
c'est qu'il ne prend pas l'argent de la caisse et qu'il s'enfuit, toujours suivant les témoins, blême et hagard. D'autres affirmeront qu'il sort de la banque en titubant. L'auteur de ce hold-up raté est arrêté le jour même. Il s'appelle Pál Ardrup, et pour la police, l'affaire paraît réglée. Mais en fait, elle vient tout juste de commencer. Lorsque des dizaines d'experts, plusieurs services de police, des avocats, un gouvernement, une haute cour de justice, une cour suprême, et finalement les ministres du Conseil de l'Europe ont, les uns après les autres, à étudier un dossier judiciaire, je n'ai pas besoin de vous dire que l'on aboutit à une littérature d'un volume monstrueux et d'une digestion difficile. C'est le cas pour ce dossier que nous allons essayer de résumer. Quelques heures après l'arrestation d'Ardrup, un ami et la femme de celui-ci, qui a 28 ans, demandent à être reçus par la police. D'après eux, ce n'est pas Ardrup le vrai criminel. L'homme qui a tué le caissier, le directeur de la banque, s'appelle Sjo Nielsen. Sjo Nielsen se trouvait à plusieurs kilomètres de Ardrup au moment du hold-up, mais c'est tout de même l'instigateur du crime. Et la femme et l'ami d'Ardrup vont raconter une histoire qu'Ardrup va tout d'abord nier obstinément, qui, dans la suite, va bouleverser le Danemark. Nielsen, élevé dans une ville du Jutland par un père tonnelier ivrogne, commet très jeune de petits délits qui lui valent la maison de redressement. Et parce qu'il croit être de la race des seigneurs, ou tout simplement pour sortir de la maison de redressement, il s'engage en 1940 dans une formation SS qui va bientôt combattre sur le front de l'Est. Ardrup suit le même chemin, mais ce garçon sensible, à tendance mystique, espère simplement, affirme sa femme, trouver chez les SS un peu de fraternité. Nous ne faisons que reproduire les pensées de la femme de Ardrup. Lors de la débâcle allemande, ils sont arrêtés et condamnés. Ardrup a 14 ans d'emprisonnement pour collaboration avec la police allemande. Nielsen a 12 ans d'emprisonnement pour service dans l'armée allemande, dénonciation et chantage. C'est en prison en 1947 qu'ils se rencontrent pour la première fois. Très vite, les deux hommes deviennent camarades, s'isolent totalement des autres détenus, s'enferment dans un monde morbide pour pratiquer le yoga et autres disciplines. Dès le début, Nielsen est le fort, Ardrup le faible, le maître et l'esclave. Déjà Nielsen, grâce à un magnétisme incontestable, possède totalement Ardrup. D'ailleurs, après le hold-up, d'anciens co-détenus viennent spontanément informer la police que Nielsen en était certainement l'instigateur. Si l'on croit ces témoignages, la différence de caractère entre les deux hommes, qui peut paraître un prétexte facile pour excuser l'un et condamner l'autre, est pourtant totalement vraie. D'après ces témoins, lorsqu'ils sont libérés en 1949, l'hypnose que pratique Nielsen accentue son empire sur le malheureux Ardrup. Nielsen est devenu Dieu le Père, l'Esprit, et Ardrup ne vit que par lui, devenant une machine à obéir, un vulgaire outil entre ses mains, et en son absence, une loque sans ressort. Dès leur libération, les deux hommes pensent à se procurer de l'argent pour créer un nouveau parti d'inspiration nazie. Décidément, c'est dans ce but qu'ils préparent des attaques de banque et que Nielsen transforme Ardrup en machine à voler et à tuer. C'est Nielsen, paraît-il, qui ordonne et même téléguide le mariage d'Ardrup, dont la femme elle-même devient un rouage de sa monstrueuse entreprise. Il l'abat, paraît-il, pendant des séances de magie noire et profite de ses faveurs, sous l'œil d'Ardrup, qu'on ne peut même pas qualifier de mari complaisant, puisqu'il n'est plus qu'une machine. Toujours selon ses témoins, Nielsen lança pour la première fois sa machine en août 1950. Ce jour-là, en effet, Ardrup attaque une première banque. Il n'y a pas de victime. Il vole 25 000 couronnes qu'il remet en effet à Nielsen une fois le hold-up accompli. Puis c'est l'attaque du 21 mars 1951. Évidemment, les policiers restent d'abord très sceptiques. Ce n'est pas la première fois qu'on prétend expliquer un crime par l'hypnotisme. Mais jusqu'à présent, de tels faits n'ont jamais été vérifiés et aucune accusation de cet ordre n'a jamais mené un prévenu devant un tribunal. Ils sont d'autant plus sceptiques qu'Ardrup s'obstine toujours à lier toute participation de Nielsen à cette affaire, et Nielsen, qui était à plusieurs kilomètres de la banque, prétend ne pas avoir été au courant du hold-up.
Quelques jours après son arrestation, Hardrup a bien déclaré au psychiatre de la police qu'un esprit gardien lui avait ordonné de commettre le vol pour des raisons politiques. Cet esprit avait orienté sa vie et déterminé ses actions depuis qu'il s'était révélé au cours de son séjour à la prison. Mais selon Hardrup, l'esprit gardien n'est pas Nielsen. Un premier rapport des psychiatres conclut qu'Hardrup devait être considéré comme un aliéné dangereux qu'il convient d'interner dans un centre de prévention pour psychopathes et que Nielsen a sans doute exercé une influence décisive et fatidique sur lui. Arrêté une première fois, Nielsen est relâché, le tribunal municipal de Copenhague ne pouvant se satisfaire de ce motif. Mais dans la suite, l'enquête établit que lors du premier hold-up d'Hardrup, Nielsen a reçu immédiatement l'argent dérobé par celui-ci. Nielsen, laissé en liberté, est inculpé de complicité de tentative de vol à main armée. En janvier 1952, un psychiatre rédige un nouveau rapport au terme duquel Hardrup, ayant enfin dénoncé le rôle joué par Nielsen dans l'instigation des crimes, est déclaré guéri de ses anciennes aberrations et ne doit plus être considéré comme aliéné. Nielsen, arrêté de nouveau, est placé en observation dans un centre de psychiatrie criminelle de décembre 1952 à février 1953. Cependant qu'Hardrup, transféré à l'hôpital municipal de Copenhague pendant 15 mois, est examiné par le chef du service de psychiatrie. En juin 1953, ce médecin fait un rapport où il déclare notamment qu'Hardrup a été soumis à une influence hypnotique intense de la part de Nielsen et qu'en commettant les crimes, il a agi involontairement. Alors, au mois de juillet 1954, va s'ouvrir à Copenhague le procès sans précédent de Nielsen et Hardrup. Donc, le procès sans précédent de Nielsen et Hardrup commence en juillet 1954, il va durer 1 mois. Auparavant, il se pose un problème extrêmement sérieux pour rédiger l'acte d'accusation, car Nielsen et Hardrup ne peuvent être jugés l'un sans l'autre. Or, comme le dit le juge, ce qui est exceptionnel dans ce procès, ce n'est pas seulement le motif, mais l'opposition trop grande des intérêts des inculpés. Nielsen est donc accusé, premièrement, d'avoir instigé et organisé le vol à main armée commis par Hardrup en août 1950 et de s'être fait remettre le produit du vol. Deuxièmement, d'avoir instigé et organisé la tentative de vol à main armée commise par Hardrup en mars 1951 et l'homicide qui s'ensuivit. L'avocat de Nielsen demande à la Cour d'inviter le procureur à préciser si son client serait appelé à se défendre de l'accusation particulière d'hypnotisme. La Haute Cour, décidant qu'il ne pouvait être enjoint au procureur de préciser l'accusation, rejette la demande. Le procureur ne veut pas en effet faire figurer le mot hypnose dans l'acte d'accusation, car dans le cas où celle-ci ne serait pas retenue pendant le procès, Hardrup serait défavorisé, car il peut avoir été influencé par d'autres moyens que l'hypnose. Le procureur préfère donc employer l'expression « instiguer », mais cela aura de graves conséquences. Comme il fallait s'y attendre, les débats sont dominés par la déposition des psychiatres et notamment du docteur D, spécialiste de l'hypnose. Celui-ci tourne une chaise face aux jurés, s'assied et leur fait un cours magistral de 7 heures. Pendant 7 heures, il exprime son intime conviction de l'innocence d'Hardrup, donc de la culpabilité de Nielsen. Évidemment, il ne présente pas de preuves et n'expose qu'une théorie médicale qui n'a aucune valeur juridique. Souvent, l'avocat de Nielsen et même le juge interviennent pour demander au témoin de ne pas sortir de son rôle de témoin de la défense. Mais c'est bien là le problème. Comment un expert de la défense peut-il être impartial? Défendre Hardrup, c'est forcément accuser Nielsen, et les jurés sont certainement très fortement ébranlés. La défense cite alors un autre psychiatre qui, lui, est bien entendu fortement opposé au premier. Il place sur des chaises des tas de livres et de notes diverses, puis commence devant le micro de la salle une déposition avec de grands effets et une voix élevée, mais beaucoup moins convaincante. Après 1 mois de débat, avant que les jurés ne se retirent pour délibérer, le président du tribunal leur demande de ne pas attacher une importance excessive à la déposition du premier psychiatre, allant jusqu'à regretter que celui-ci ait appelé Nielsen l'hypnotiseur, puisqu'il ne pouvait apporter aucune preuve que Nielsen eût hypnotisé Hardrup. Il fait donc de louables efforts pour tenter de rééquilibrer les arguments de chacun dans l'esprit du jury. Mais le 17 juillet 1954,
Nielsen est déclaré coupable d'avoir organisé et par divers moyens d'influence, y compris hypnotique, instigé les 2 vols à main armée et l'homicide commis par Hardrup. Sur la base de ce verdict, la Cour condamne Nielsen à une peine d'emprisonnement à vie. Par le même verdict, le jury déclare Hardrup coupable d'avoir commis les vols à main armée et l'homicide, et la Cour ordonne son internement dans un centre de détention pour psychopathes. L'affaire n'est pas finie. Une partie de l'opinion danoise estime en effet que la peine infligée à Hardrup est trop rude. S'il a été hypnotisé, il aurait dû être purement et simplement acquitté. Dans un crime, on condamne l'homme, pas son revolver. C'est vite dit. Voyons en effet ce qu'on lit à ce propos dans un ouvrage spécialisé. L'hypnose est un sommeil incomplet provoqué par la suggestion hypnotique. Le sommeil hypnotique n'est pas un sommeil total. La conscience est engourdie mais non absente. Le sujet conserve la possibilité de concentrer son attention. Ses perceptions sensorielles existent. Au cours de l'hypnose, le sujet se montre obéissant envers l'hypnotiseur, mais dans une certaine limite seulement. Les ordres donnés pour être exécutés après le sommeil hypnotique seront souvent exécutés, mais on n'a jamais constaté qu'un patient accomplisse dans ces conditions un acte qui serait en contradiction profonde avec ses sentiments de moralité. En effet, le sommeil léthargique n'est nullement inconscient et par conséquent, le sujet ne répondra pas aveuglément à tous les ordres de l'hypnotiseur. Dans des circonstances sérieuses, les hypnotisés à l'état de veille redeviennent maîtres de leur action. On raconte qu'un hypnotiseur qui présentait une patiente hypnotisée permit à ses étudiants en médecine de faire des suggestions. L'un d'eux suggéra qu'elle quitte ses vêtements. À ces mots, l'hypnotisé s'éveilla brusquement et sortit très en colère. Il est donc invraisemblable que l'on puisse persuader une personne hypnotisée de commettre un crime, sauf si la personne a en elle une tendance au crime. Voilà pourquoi, même s'il a été hypnotisé, Hardrup ne peut pas être considéré comme irresponsable. Maintenant, venons-en à la partie de l'opinion favorable à Nielsen. Une partie de l'opinion estime que si certains indices indiquent une certaine participation de Nielsen au vol, rien ne prouvait sa participation au crime, et que l'affaire fut violemment embrouillée par les discussions des psychiatres, et qu'en tout état de cause, la condamnation à perpétuité est hors de proportion avec l'accusation limitée qui pouvait être formulée. Mais, comme malgré les appels, la Cour suprême confirme le jugement de la Haute Cour, l'avocat de Nielsen, le 2 décembre 1953, saisit la Cour spéciale d'une requête tendant à faire ordonner la réouverture du procès. Il invoque l'existence d'éléments de preuve nouveaux, notamment de 2 lettres d'Hardrup, dans lesquelles il déclare avoir faussement accusé Nielsen, celui-ci n'ayant eu aucune part directe à l'organisation ou à la préparation des 2 vols à main armée et de l'homicide. Le 29 juin 1957, la Cour spéciale ayant pris connaissance d'un nouveau rapport du Conseil médico-légal déclare qu'il n'existe en effet que fort peu de preuves directes des expériences hypnotiques que Nielsen aurait pratiquées sur Hardrup. Par contre, la Cour spéciale considère que les autres moyens de preuve indiquant que Nielsen aurait instigé Hardrup à commettre les crimes et les aurait organisés ont été appréciés par le jury dans des conditions normales. La réouverture du procès ne peut donc être ordonnée. Et que deviennent pendant ce temps les 2 hommes? Bien, Hardrup est enfermé dans un asile psychiatrique. Quant à Nielsen, tandis que sa femme demande le divorce, il déborde d'activités. Entre autres, il parvient à faire sortir en fraude de sa prison le manuscrit d'un livre qui sera publié et dont le titre peut être traduit par « Coquin, toujours coquin ». Dans ce livre, il raconte sa vie et ne cache pas qu'il n'a jamais été un petit saint, mais se défend d'avoir hypnotisé Hardrup. Alors son avocat introduit une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. En effet, le 4 novembre 1950, les pays membres du Conseil de l'Europe ont signé à Rome une convention pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Inutile de vous dire, chers amis, qu'on a beaucoup parlé et noirci beaucoup de papiers, et nous n'entrerons pas dans le détail de cette bataille juridique. Sachez seulement que la requête de Nielsen était fondée sur 2 faits. D'abord, l'acte d'accusation n'ayant pas comporté le mot « hypnose », l'avocat, ne sachant donc pas que son patient serait accusé d'avoir pratiqué l'hypnotisme sur Hardrup, n'aurait pu organiser une défense normale. Ensuite, les débats auraient donné une place exagérée aux psychiatres, et certains de ceux-ci, sortant de leur rôle, auraient ancré dans l'esprit du jury que Nielsen était coupable d'avoir hypnotisé Hardrup. En 1959,
Une sous-commission de 7 membres est alors constituée qui doit établir les faits de la cause et s'efforcer de parvenir au règlement amiable de l'affaire. Un tel règlement n'intervenant pas, la commission plénière, à l'unanimité, adopte en 1961 le point de vue qu'il n'y a pas eu violation de la Convention dans le procès de Nielsen. C'est finalement le comité du Conseil des ministres de l'Europe qui va examiner définitivement l'affaire du 23 au 31 octobre 1961, sur la base des documents remis tant par l'avocat de Nielsen que par le gouvernement danois. Le comité des ministres parvient à une conclusion identique selon laquelle il n'y a pas eu de violation de convention. Nielsen reste donc en prison tandis qu'Ardrup est libéré de l'asile. Mais il ne suffit pas à Ardrup de redevenir un homme libre. Il lui faut convaincre l'opinion publique qu'il n'est plus un instrument et que s'il rencontre un nouveau Nielsen, le drame dont il fut le protagoniste pour certains, la victime pour d'autres, ne risque pas de se répéter. Finalement, Nielsen sera gracié en 1967, après avoir donc passé plus de 15 ans en prison. Chose étrange, il va revoir Ardrup. Et ils vont, tous deux, essayer d'écrire un nouveau livre. D'après son avocat et sa nouvelle épouse, car il s'est remarié, Nielsen peut être brutal dans la parole et dans l'écrit, mais dans ses actes, c'est un homme énergique, soit, mais serviable et actif. Un des rares prisonniers qui ait pu sortir intact physiquement et psychiquement de la prison. Il tient d'ailleurs une série de conférences en faveur d'une refonte du système pénitentiaire danois. Mais d'autres témoignages le présentent comme un homme amer et déçu. Et je serais tenté de leur donner raison lorsqu'on connaît la suite. L'année dernière, le 26 mai 1974, on le trouve inanimé chez lui dans les environs de Copenhague. Il s'est empoisonné. Malgré son transport à l'hôpital, on ne peut le sauver. Il est mort. Il avait 59 ans. Il semble qu'une circonstance apparemment infime a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de son amertume. À 59 ans, il cherchait à pouvoir exercer un métier décent. Et on venait de lui refuser, pour la deuxième fois, le permis de conduire les taxis. Refermons donc, comme Nielsen vient de le faire, cet extraordinaire dossier de la police. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. L'affaire que nous traitons aujourd'hui pourrait vous paraître à la limite de la vraisemblance et aussi parce qu'elle a déjà été utilisée comme point de départ pour un feuilleton, un scénario de film et une pièce de théâtre. La version que nous en donne aujourd'hui Jacques-Antoine est la version strictement officielle, telle qu'elle ressort des enquêtes de police et des témoignages entendus au procès. Mai 1967, à San Diego, en Californie du Sud. Le destroyer Knog, du 11e district naval US, rentre à son port d'attache après les manœuvres du Pacifique. Jay Benson, quartier-maître, chef de pièce, 30 ans, regarde la ville. Il n'est pas très grand, cheveux châtains en brosse, les yeux bleus. Il gagne ce que gagne en France un directeur de petite usine, mais il s'ennuie. Il était impatient de revoir la terre, dame. Un mois en mer, c'est long. Mais maintenant, il soupire. À terre, c'est toujours la même chose. On se promet monts et merveilles, et puis rien. La solitude, une cuite par-ci par-là. Jay Benson est un homme timide.
Dans une ville de gens trop vieux, il y a 150 000 habitants à San Diego, 10% sont des amiraux dorés, des sous-officiers un peu raplapla. Tous les retraités de la marine américaine de guerre se retirent ici. Il ne peut tout de même pas passer son temps au musée d'anthropologie ou à l'auditorium en plein air. Quant au musée aztèque, des souvenirs de la conquête espagnole, il connaît ça par cœur. G vient de passer au contrôle du port. Son seul espoir, que Tim soit là. Il se renseigne au bureau? Non. Le quartier-maître Tim Koenig est parti en manœuvre depuis 2 jours. Ah, décidément, G n'a pas de chance. Tim est son seul copain. Mais ils sont quartier-maîtres tous les deux et ne partent jamais en même temps. G espère qu'un jour, ils auront bien la chance de passer ensemble 1 mois à terre. G se dirige vers le nord, le quartier résidentiel, immeuble et villa pour gens huppés. Dans une belle résidence rose, G habite un appartement de 3 pièces, plus petite cuisine et salle de bain, le tout climatisé. Il s'habille en civil, cravate? Non, nœud papillon. Il sort, le voilà dans la rue. Que faire? Il est 5 heures. Se promener au parc Balboa, au sud. Monter au nord-ouest, vers Holton, la vieille ville espagnole. Oh, beaucoup de fleurs, et puis après. Ce qu'il lui faudrait, c'est un bon coup de jazz. Pour cela, il faut aller au sud de la ville et poser là-bas la première pierre de ce dossier extraordinaire de la police. G traverse donc les marchés de fruits et de légumes de ce quartier de San Diego. Oranges, pommes, melons, grenades en pyramide ruisselantes de couleurs. Après, la 2e avenue devient une espèce de Saint-Germain-des-Prés à la mode US. Petits hôtels, mauvais garçons en blue jean, stand de tir, éventaire à hot dog, bistrot. Plus loin, la population devient mexicaine, noire. Ici, une petite explication. Comme beaucoup d'Américains de cette région, G est un peu raciste sur les bords. Léger mépris des dargos. En argot, ce sont les moricots, les bâtards, les mal blanchis, etc. Mais s'il n'est pas assez lucide pour se rendre compte qu'il s'ennuie parce qu'il a peur de vivre, G est attiré et impressionné par la vitalité des dargos, leur joie de vivre. Le voilà donc hésitant, arrêté devant un stand de tir. Machinalement, il pose 10 cents sur le comptoir. Un gros Mexicain, sale, lui donne un fusil. Il tire sur une pipe et la brise. Recharge et va tirer à nouveau lorsqu'un coup de feu éclate. La pipe qu'il visait s'est brisée. G, qui entend un éclat de rire, se retourne. Une très jolie fille en robe blanche imprimée, encre marine et petit Popeye, le regarde, se détourne, charge son fusil, ferme les 2 yeux et tire encore. G rit car elle a raté. Oh, ce doit être une dargo, les cheveux noirs, trop noirs, mais bon sang. C'est tout de même une bien belle fille. Posément, G tire, casse une pipe et entend un sifflet d'admiration. C'est elle qui a sifflé. G se demande si elle se moque de lui. « Désolé pour la pipe, je l'ai cassée par erreur, dit-elle. Oh, ce n'est rien. » Il pense qu'elle n'a pas l'accent des Mexicains. Le Mexicain de la baraque sourit à son tour. G, gêné, regarde les beaux cheveux noirs, la somptueuse queue de cheval, et s'enhardit. « Vous êtes américaine ?» Et du tac au tac. « Vous êtes marin ?»« Vous me trouvez trop brune ?»« Oh, vous n'êtes pas trop brune, Elle rit. Un rire frais, liquide. G est ému par ce rire, il dit « Je suis très maladroit. » Puis il lui demande pourquoi elle pense qu'il est marin. « Oh, la démarche. » Et puis, ici, il n'y a que des marins. Il regarde la petite robe avec des Popeyes et des encres marines. Vous savez, ce n'est pas par amour des gens de mer, c'est parce qu'elle était dans mes prix. Et elle rit encore, de ce rire qui émeut tant le brave G. Alors il l'emmène prendre un verre, puis dîner, puis danser au Hellstep, les marches de l'enfer. Un boui-boui, mais un bon quartet, celui du puissant Mike. Il est minuit passé et tout à coup, il s'aperçoit qu'il ne sait même pas le nom de la fille. Je m'appelle Suzanne Brooke Miller, mais on m'appelle Sue. Sue est originaire des collines du Nord. Orpheline aux cheveux noirs, un de ses ancêtres a peut-être fauté il y a un siècle avec une Mexicaine.
Elle est secrétaire au centre civique. Mais une belle jeune fille américaine, un peu blagueuse, c'est chouette. Quand G se lève pour danser, il n'ose pas trop la serrer, car ce n'est déjà plus une simple aventure. 3 semaines plus tard, G et Sue sont mariés. Il ne sait rien d'elle, elle ne sait rien de lui. Ils ne parlent pas d'hier ni de demain, ils parlent d'eux et du présent. La lune de miel dure depuis 8 jours lorsqu'on sonne. G quitte Sue à regret pour ouvrir. C'est Tim, son meilleur ami, un grand brun au nez épaté, aux yeux vifs et rieurs. Ils ont tant de choses à se raconter qu'ils parlent ensemble et qu'ils ne s'entendent pas. Sue apparaît à la porte en pyjama, les cheveux dans la figure. La conversation s'arrête. G prend une grande respiration et se frotte le torse pour dire fièrement « Je te présente ma femme ». Quand 1 semaine plus tard, la lune de miel est interrompue par le départ de son mari, Sue pleure beaucoup. G décide qu'il ne peut pas la laisser 1 mois se morfondre toute seule dans une ville où elle ne connaît personne. Tim s'occupera d'elle, la sortira, en prendra soin. C'est comme si je te confiais à mon frère, car Tim, c'est mon frère. Très emprunté, Tim joue en effet les grands frères. Il se creuse la tête chaque jour pour savoir comment la distraire. En ce mois de juin 1967, il fait très chaud et souvent, après une visite au musée ou un dîner dans une auberge, Tim emmène Sue à la plage. Ils ne se parlent pratiquement pas. Sue se rend compte qu'une gêne s'établit entre eux, mais elle ne sait pas pourquoi. Quand le soir, Tim l'emmène au bout de la jetée, dans un petit restaurant, manger du poisson frais, elle ne comprend pas pourquoi elle est là avec Tim. Ce devrait être la place de G. Et puis un jour, qu'ils sont allongés sur la plage, elle s'endort profondément sous le soleil de plomb. Un contact la réveille. Elle sent le corps de Tim contre le sien. Maintenant, elle comprend. Elle comprend la gêne qu'il y a entre eux. Mais elle est attirée, elle aussi. Ils s'enlacent et leurs lèvres se rencontrent. Quand Tim raccompagne Sue, tous deux sont silencieux. « Je suis très croyante, je ne peux pas tromper mon mari, dit Sue. Passez me voir demain matin, j'aurai trouvé une solution. » La nuit que passe Sue est atroce. Elle doit bien se l'avouer, elle est amoureuse de Tim. Le lendemain matin, plein d'appréhension, Tim sonne à la porte de l'appartement de ses amis. Sue ouvre et elle a retrouvé sa gaieté. « Sue, je suis un ami indigne. Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé la solution. J'ai décidé qu'en attendant le retour de G, j'irai soigner ma tante Livia. Par contre, je vais dire à Pearl de venir ici. » Mais qui est Pearl ? Ma sœur jumelle. Tim a beau protester, Sue n'en démord pas. Et dès le surlendemain, Tim viendra rendre visite à Pearl et la sortira. Vous verrez, elle est bien plus jolie que moi. Le regard de Sue est plein d'humour et son sourire ironique intimide Tim et l'empêche de protester. Le lendemain, Pearl, la femme qui apparaît à Tim dans l'encadrement de la porte, a un chignon. C'est bien la seule chose qui la différencie de Sue. Il la détaille, il est renversé par la ressemblance. Il fait avec Pearl les mêmes sorties qu'avec Sue, pizzeria, musée, promenade en mer. Tim a transféré son amour. Pour lui, aimer Sue ou aimer Pearl, c'est la même chose. Mais avec Pearl, c'est permis, car elle est libre, et Pearl a du goût pour lui. Il en est sûr. Tellement sûr que 8 jours plus tard, quand G débarque, qu'il trouve son appartement vide et se précipite chez son meilleur ami, Tim lui présente sa femme. G n'en revient pas. Il ne savait pas que Sue avait une sœur jumelle. Il est vrai, et qu'ils n'ont jamais parlé de leur famille. Mais quelle ressemblance! Même démarche, même voix! Puis Pearl explique. Pour toute famille, il ne reste à Sue et à elle que tante Livia. Elle n'en parlait pas car la pauvre femme est infirme. Jusqu'à présent, c'est Pearl qui l'a soignée. Mais maintenant qu'elle s'est mariée à son tour, elle et sa sœur ont décidé de se relayer. D'ailleurs, c'est simple. Puisque leurs maris ne sont jamais là ensemble, elles se succéderont au chevet de tante Livia, suivant l'absence de leurs maris respectifs. Ah, G trouve l'idée formidable. Il est tellement attendri par le récit de Pearl. Elle est vraiment très jolie, moins pétulante peut-être que sa femme, mais plus racée. Ah, n'empêche que Sue est la plus belle. Et puis, n'est-ce pas extraordinaire? Les 2 meilleurs amis du monde mariés avec les 2 plus belles jumelles du monde. 6 mois vont passer. Sue, au volant de la voiture que G lui laisse toujours en son absence, quitte San Diego et se rend à Las Salinas, à peine à 30 km.
Elle entre dans un immeuble. Dans un appartement, elle sort de l'armoire les vêtements de Pearl. Elle change de lingerie entièrement, se fait un chignon. Si elle le pouvait, elle changerait même de peau. Car, bien entendu, il n'y a pas de Pearl. Il n'y a pas de tante Livia. Il n'y a que Sue qui aime G et qui aime Tim. Pour se simplifier la vie, elle a imaginé de se dédoubler. Elle a inventé la sœur jumelle. Ainsi, la morale est sauve. Elle a 2 maris, mais personne ne le saura, surtout pas les maris. Pour le moment, elle se trouve bien ainsi. Quand elle sort de l'appartement, elle n'est plus la même femme. Pas seulement au niveau du physique, mais même les attitudes. Elle change de mentalité tout naturellement. Avec G, elle est Sue la pétulante, joyeuse, blagueuse. Avec Tim, elle est Pearl, plus posée, un peu plus languide, moins bavarde. Elle entre facilement dans la peau de son rôle, car, comme toutes les femmes amoureuses, elle se modèle à l'humeur de son mari. G est fruste, d'une intelligence peu vive. Il veut être dominé. Tim est plus vif, plus impérieux, un brin romantique. Sue est le pôle positif de G. Pearl est le pôle négatif de Tim. Moralement, Sue ne se rend pas compte de sa duplicité. Elle est en paix avec sa conscience. Il est vrai que pour le moment, elle ne fait de mal à personne. Après avoir laissé par précaution la voiture de G dans un garage de San Diego, Sue, devenue Pearl, va rejoindre son mari Tim à la Galerie des Beaux-Arts. Greco, Murillo, Rubens, Goya, Zurbaran, Corot, Matisse. Belle salle lumineuse conçue comme une clinique blanche. Tout au long de la visite, Tim parle du peu de goût que G a pour les arts. Quel dommage pour Sue. Mais Pearl prétend que Sue non plus n'aime pas les arts. Comment, dit Tim? Mais vous avez toutes les deux les mêmes goûts, au point que c'en est stupéfiant. Mais Pearl proteste. Sue est une écervelée. Tim, en la défendant, provoque sa colère. Si tu me la préfères, pourquoi ne l'as-tu pas épousée? Un peu plus tard, Sue, qui, rappelons-le, est ce jour-là Pearl, commet une imprudence en refusant violemment que son mari l'accompagne chez la tante Livia. Or, Pearl n'est pas violente. Elle se rend compte de sa maladresse et pourquoi elle se radoucit bien vite. Mais Tim reste perplexe. Pearl, redevenue Sue, ne peut s'empêcher de rendre visite à Tim. Elle explique que G n'est pas encore arrivé. Elle trouve Tim triste. Qu'est-ce qu'il y a? Tim rougit, la regarde longuement. Je suis laide? Oh non, dit-il, très belle, plus belle que... Que qui? Que Pearl, avoue Tim. Sue devient blême. Oh, ne vous méprenez pas, dit Tim, ce qui est fait. Mais c'est vous que j'ai toujours aimé. Pearl n'est qu'un produit de remplacement. Vous êtes plus vivante que Pearl, plus passionnée. La vertueuse indignation de Sue se transforme en mépris quand elle se trouve seule. Dire que cette idiote de Pearl n'est pas capable de garder son mari. Et soudain, elle éclate de rire. Un mois plus tard, prise à son propre jeu, Sue veut savoir ce que G pense de Pearl. Pearl, la douce, la tranquille, devance son mari et se rend chez G. Ils boivent un verre. Pearl se fait plus douce, plus languide que jamais. G ne cesse de la regarder et soupire. « Qu'y a-t-il » lui demande-t-elle. « Pourquoi regardez-vous ce chignon avec tant d'insistance ?»« Il vous va bien, Pearl. Un jour, je laisserai tomber mes cheveux et Sue se fera un chignon. Vous ne nous reconnaîtrez pas. »« Si, » dit gravement G. « Vous, je vous reconnaîtrai toujours. Vous êtes plus calme, plus douce que Sue. Voyez-vous, Pearl, ce qui est fait, mais c'est dommage que je ne vous ai pas connu la première. » Pearl, la douce, serre les dents et gifle G à toute volée. Comme vous vous aimez toutes les deux. Comme vous défendez votre sœur. On aurait presque dit Sue dans des moments de colère. Pearl se radoucit. Qu'il ne soit plus question de cela. Mais Sue ne sait plus où elle en est. Serait-elle jalouse d'elle-même? Quand Tim revient, il est soucieux. Pendant un mois, toutes les nuits, sous le ciel du Pacifique, il a rêvé de Sue. Il veut en avoir le corps net. Il veut comparer les deux sœurs. Il ne les a jamais vues ensemble. Il frissonne en pensant qu'il rêve au fond de lui-même d'avoir les deux femmes. Quand il frappe à la porte de G, Sue s'apprête à partir, puisque G embarque le lendemain soir. N'est-ce pas l'occasion ou jamais de déjeuner tous les quatre? G est emballé par cette idée. Sue est en pleine panique. G suggère que l'on confie la tante Livia pour quelques heures à la garde d'une voisine. Sue objecte qu'il n'y a pas de voisin. Quand Tim propose d'envoyer une infirmière de la marine, qui acceptera sûrement de rendre ce service, elle ne peut refuser sans éveiller des soupçons. La seule chose à faire est de gagner du temps. Au petit restaurant, les deux hommes sont attablés avec Pearl, qui est arrivée la première. Sue arrivera plus tard. Elle a, paraît-il, eu du mal à convaincre la tante Livia de se faire garder par une voisine. Pearl est nerveuse et se retourne tout le temps. L'arrivée d'un télégraphiste la soulage. Impossible venir, tante Livia, grosse crise subite. Désolé, amusez-vous bien, Sue. Mais Tim remarque qu'au lieu d'être affecté, Pearl semble être soulagée.
Plus tard, c'est au tour de Tim d'embarquer. Les deux maris parlent de la ressemblance des deux sœurs. Elle va si loin que l'autre jour, quand Pearl s'est coupée au petit doigt, Sue s'est coupée presque au même endroit. Sue leur raconte qu'enfant, un jour, elle s'était cassé la jambe. On l'a ramenée chez sa mère. Lorsqu'une demi-heure plus tard, on a amené Pearl à son tour, elle s'était cassé la jambe aussi. Ah, des fois, mon vieux, on dirait que c'est la même femme. Cette réflexion de G touche Tim. Il lui reste 24 heures avant de reprendre la mer. Et il veut en avoir le cœur net. Tout cela ne tourne pas rond. Au fait, où habite exactement tante Livia? Il ne l'a jamais su. Il rentre et fouille dans les tiroirs de Pearl. Il trouve son agenda. Une adresse le frappe. Las Salinas, 62 Main Street. Or, Las Salinas est à 30 km. Cela correspond au temps que met Pearl pour aller chez sa tante. Il fonce vers le nord. Dans les collines, il ne voit pas le paysage, ni les champs d'arbres fruitiers, ni les éoliennes qui tournent doucement. Arrivé à Las Salinas, il trouve la bourgade endormie. 62 Main Street, un immeuble. Bizarre. Un immeuble. Il croyait tante Livia dans une villa. Il regarde les noms sur les interphones. Sue Brookmiller. Il sonne. La porte ne s'ouvre pas. Il entre à côté dans un bar, commande une bière. Il y a là le patron, un gros homme endormi, un client, un petit vieux, tout seul, l'air retraité. Tim demande au patron « Je cherche une amie, Sue Brookmiller. »« Je ne connais pas, » dit le patron. « Moi, oui, dit le petit vieux. Ah, je l'ai connue haute comme ça. Son père et moi étions copains. Une amie à vous? Je la connais depuis peu, elle m'avait donné rendez-vous ici. Ah, pas souvent là. Mais elle dit qu'elle doit travailler dans une agence de détective. Pourquoi? On la voit de temps en temps. Vient juste pour changer. Se changer? Ouais. Mon épouse, elle pense que Sue doit être détective. Avec tous ces changements de frusques. Tim paie un verre au vieux. Et sa tante Livia, vous la connaissez? Ah, bien sûr, dit le petit vieux. Tim se sent soulagé. Ah, une brave fille, Livia, dommage. Dommage que quoi? Dommage qu'elle soit morte comme ça aussi brusquement. Elle est morte? Oui. Alors peut-être que Sue est à l'enterrement. Oh, m'étonnerait, dit le vieux. Pourquoi? Elle est morte l'été 56, ça fait 11 ans. M'étonnerait qu'on enterre seulement maintenant. Il rit de sa plaisanterie et Tim manque de renverser son verre avant de poser une dernière question, la pire. Et la sœur de Sue, Pearl, vous la connaissez? Bien sûr, dit le petit vieux. Tim est complètement perdu. Deux jumelles frappantes, hein, dit Tim. Ouais. Le petit vieux secoue la tête et soupire. Ah, une si jolie gosse. Bien plus douce que Sue. Quand je pense qu'il n'a eu que 6 mois, ce salaud de Los Angeles. Son père a été bien malheureux. Ça l'a amené à la tombe. Mais comment ça, balbutie Tim, qui a peur d'avoir compris? Sue vous a pas dit? Non. À l'âge de 8 ans, une rue traversée en courant, et la Cadillac qui fonce, elle a été tuée sur le coup. Qu'est-ce qui vous arrive? Tim n'entendait plus. Comme un fou, il est sorti. La scène d'explication entre Tim, G et Sue est indescriptible. On ne saurait dire si elle est comique ou tragique. Tout d'abord, les deux hommes s'abattent comme des vautours sur leur proie. Sue a les yeux baissés. Elle se laisse tout dire. Et puis soudain, elle relève la tête. Elle rit de colère et de honte. Et vous qui faisiez la cour, l'un et l'autre, à la femme de votre meilleur ami? Ils ne peuvent nier. Ils se regardent comme des étrangers. Tim s'en va en claquant la porte. G s'approche dessus et lui dit « Dire que j'aimais Pearl et que Pearl c'est toi. Je t'aimais donc doublement, voilà tout. » Dans le procès pour bigamie intenté à Sue Brookmiller, celle-ci risque 20 ans de prison. La magistrature locale s'en souvient encore. C'est Tim qui a porté plainte, alors que G, lui, a choisi d'être témoin à décharge. Au cours du procès, Sue refuse d'expliquer comment elle s'est procuré une double identité. Sans doute a-t-elle dû acheter de faux papiers. Quand le juge dit « Mais enfin, la supercherie devait fatalement être découverte un jour ou l'autre. Dans 1 an ou dans 20 ans, G et Tim cesseront de naviguer chacun leur tour. Quant à la tante Livia, vous ne pouviez pas la faire durer éternellement. Il fallait bien qu'elle meure un jour ou l'autre. Alors je me refusais à penser à l'avenir, répond Sue. Mais enfin, vous n'aviez pas songé à une issue.
Si, elle y avait songé. Le jour où la situation serait devenue intenable, elle aurait fait disparaître l'une des deux sœurs. Il suffisait d'une lettre d'adieu. J'en ai assez, je ne t'aime plus, je m'en vais au bout du monde. Et quelle est la sœur que vous auriez fait disparaître? Pearl ou Sue? Comment savoir aujourd'hui le mari que j'aurais préféré demain? Il semble bien que G ait choisi pour elle. Il supplie le tribunal d'épargner sa femme. Il l'aime et refuse de divorcer car il oublie tout. Il a bien des choses à se faire pardonner lui-même. Ce n'est pas la faute de Sue si elle aimait deux hommes. Elle a fait pour le mieux. Il supplie qu'on lui épargne la prison. L'avocat n'a presque rien à dire. Sue, en larmes, est condamnée à seulement 6 mois de prison. Avant qu'on l'emmène, G lui dit ce que tout le monde attendait. « Je t'attendrai, Sue. » L'épilogue. Ministère de la Marine des États-Unis, 11e district, centre de subsistance de San Diego. Au quartier maître, Tim Koenig. Sommes informés. Avez indûment perçu prime de logement accordée cadre subalterne marine marié. Au terme du jugement rendu par la Cour, n'êtes pas légalement marié. Arriéré prime perçue retenue sur votre solde. Comme quoi, la curiosité est toujours punie. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Une idée blanche dans une affaire noire. C'est-à-dire une voiture idée blanche qui devient toute petite sur une route bordée d'arbres dessinée sur un sombre fond de toile peinte. Également dessinée sur la toile un château, authentique joyau médiéval menacé de ruine. Sur le bord de la route, le cadavre en cire d'une vieille dame que la voiture a renversée et dont un pinceau a étalé le sang sur l'herbe peinte où il coulera pour l'éternité. Dans une chaise longue démantibulée, un vicomte, dont les 70 années de vice ont définitivement altéré les traits aristocratiques. Près de lui, une grande et belle femme de 40 ans dans une robe blanche. En souriant faussement, elle pose la main droite sur l'épaule du vieillard, tandis que sa main gauche semble faire un signe à la voiture blanche qui fuit sur la route. Un homme petit, brun, avec des lunettes, l'air, je dis bien, l'air d'un souteneur corse, et je ne dis pas qu'il est souteneur, fait un signe d'intelligence à la femme qui lui jette un regard inquiet. Au loin, tout un petit peuple les regarde comme s'ils voulaient se souvenir éternellement de la scène. Nous avons aussi un piéton éberlué, une dame à côté de son vélomoteur renversé qui note le numéro de la voiture, des fermiers, des agents immobiliers, des vieillards et des hommes à la mine patibulaire posant sur les murs et les arbres des affiches électorales. Au-dessous, une grosse plaque de cuivre où est inscrite la phrase suivante. Affaire de Puy-Ricard, 28 juillet 1969, jugée le 11 juillet 1970. Scène reconstituée pour le musée des dossiers extraordinaires par Jacques-Antoine. Vous connaissez, chers amis, ces musées de cire où sont présentés avec plus ou moins de naïveté des mannequins souvent historiques, mais quelquefois simplement pittoresques, et choisis parce qu'ils représentent des personnages caractéristiques d'une région, d'une profession, d'un lieu, etc.
Quelquefois, ces personnages sont groupés dans un décor unique où ils semblent jouer une scène. Celle-ci peut être historique, légendaire ou tout simplement documentaire. La scène historique, c'est par exemple l'assassinat de Henri IV. La scène que nous qualifierons de légendaire, le retour de l'enfant prodigue. La scène documentaire pouvant être un mariage chez les Lapons ou la vente à la criée sur le vieux port de Marseille en 1850. Eh bien, imaginez qu'aujourd'hui, en traversant le musée de cire des dossiers extraordinaires, vous vous attardiez un instant devant la scène que vous a décrite Jacques-Antoine, où un groupe de mannequins figés dans une éternelle attitude sont censés représenter l'affaire de Puy-Ricard. Bien qu'il s'agisse d'une affaire authentique et relativement récente, on ne peut la qualifier d'historique, mais sûrement de documentaire. Mais attention, chers amis, Jacques-Antoine les a volontairement figés dans des attitudes caractéristiques telles qu'elles ressortent des dépositions des témoins des enquêtes de police et telles que finalement les journalistes les ont décrits. L'ensemble est tellement vraisemblable, tellement plausible, tellement conforme à nos préjugés, aux idées toutes faites, que nous ne pouvons plus les voir autrement. Ils ont été condamnés, jugés, conduits devant les tribunaux pour cela. C'est comme cela qu'ils sont apparus aux jurés. Mais ce sont des personnages de cire. Ils ont été conçus, modelés par les hommes. Alors, est-ce que ces personnages représentent bien la vérité ? Est-ce que les hommes n'ont pas trahi la nature profonde de ces gens en voulant les représenter ? Bref, est-ce que les musulmans n'ont pas raison en interdisant que les artistes reproduisent l'œuvre du Créateur ? C'est à cela que nous allons essayer une fois de plus de réfléchir ensemble. Toute l'affaire commence donc le 28 juillet 1969, lorsqu'une sexagénaire trottine sur une route ombragée de platanes au nord d'Aix-en-Provence. Une voiture, idée blanche, paraît, bouscule un piéton, oblige une femme qui roulait à vélomoteur à se renverser dans le fossé et fauche la sexagénaire. Celle-ci heurte de la tête une souche de platane et succombe quelques heures plus tard d'une fracture du crâne. Accident de la route dû à l'imprudence d'un chauffard. Le capitaine de gendarmerie enregistre la déclaration d'un premier témoin, Madame Schex. C'est la femme au vélomoteur qui s'est relevée à temps pour noter le numéro minéralogique de la voiture. Selon cette dame, la voiture a fait un écart volontaire pour atteindre la passante. Selon d'autres témoignages, le conducteur portait un tricot de corps blanc et son visage était dissimulé à l'aide d'un chapeau de paille et de lunettes noires. Le capitaine de gendarmerie retrouve sur la route les débris d'un clignotant de la voiture. Enfin, la voiture est retrouvée peu après abandonnée. C'est une voiture volée qui n'apporte aucun élément à l'enquête. Par contre, les premières démarches du capitaine de gendarmerie vont l'amener à découvrir une étonnante série de personnages dont la simple description va le conduire à imaginer toute l'affaire. Vous allez voir, chers amis, que c'est très curieux. La première démarche conduit le capitaine au château de la Roche-Rostellane à Puy-Ricard. Il trouve là le vicomte Jacques de Régis, le propriétaire des lieux, vautré dans une vieille chaise longue démantibulée. Bien qu'il ait hérité d'une fortune considérable, le vicomte laisse le château et ses domaines à l'abandon. La plupart des pièces sont fermées et les œuvres d'art qu'elles contiennent s'abîment dans la poussière. La mauvaise herbe pousse dans la cour et dans le parc. Depuis toujours, le vicomte, qui a maintenant 70 ans, s'abandonne à la fainéantise, se contentant d'assouvir deux besoins, les femmes et l'alcool. Sale, locteux, mal rasé, il apparaît gâteux, l'œil vitreux, la bouche tordue, mais on s'empresse d'avertir le capitaine de gendarmerie qu'il s'agit là d'un faux semblant et que, lorsqu'il n'a pas bu, son intelligence est encore alerte. En ce qui concerne les femmes, le vicomte a choisi la formule la plus simple et la moins onéreuse. On peut même dire qu'il a choisi de ne pas choisir. Il se contente d'engager des gouvernantes dont il fait ses maîtresses. Il les garde comme gouvernantes, donc comme maîtresses, tant qu'elles ferment les yeux sur les fantaisies qu'il se permet de temps en temps. Il est d'ailleurs parcimonieux lorsqu'il s'agit de récompenser les services que ces pauvres gouvernantes lui ont rendus.
C'est ainsi que l'avant-dernière, après avoir été congédiée en 1956 au profit d'une plus jeune, reçoit une rente mensuelle de 25 000 francs, anciens, bien entendu. Cela conduit tout naturellement le capitaine de gendarmerie à interroger le vieillard au sujet du second personnage de cette étonnante affaire. Ce second personnage, c'est l'actuelle gouvernante. Du moins, c'était l'actuelle gouvernante, car c'est elle, la victime. C'est elle dont le crâne a éclaté sur une souche de platane. Lucia Isoard est née en 1906. Elle était prostituée à Marseille quand le vicomte de Régis l'a rencontrée et lui a proposé de s'installer au château. Elle accepta et remplit les diverses fonctions qui lui étaient attribuées, à la satisfaction du propriétaire, qui n'attachait pas d'importance aux visites fort espacées d'ailleurs d'un ancien amant. Le vicomte n'était déjà plus très sexy et la gouvernante aurait eu bien du mérite si elle n'avait caressé l'espoir d'hériter de la fortune du vieillard qui n'a pas de parents proches. Veuillez maintenant noter ce détail, chers amis. Il va prendre dans la suite une certaine saveur. Lorsque le capitaine de gendarmerie demande au vicomte si elle avait raison d'espérer cet héritage, le vieillard répond: « Je lui aurais tout au plus laissé 1 ou 2 millions d'anciens francs. » Évidemment, le capitaine essaye de reconstituer l'emploi du temps de la malheureuse Lucia Isoard pendant les heures qui ont précédé le drame. Il obtient 2 témoignages importants. Celui de Madame Valette, une ex-gouvernante du vicomte qui occupe une petite maison quelque part dans le fond du parc. La victime lui aurait fait part d'un télégramme en provenance de Marseille lui signalant qu'on l'appellerait au téléphone à la cabine du village entre 16h et 16h30. Car le vicomte, vu son inactivité, n'a jamais éprouvé le besoin de faire installer le téléphone au château. Le télégramme est signé d'un certain Henri. Comme la future victime affirmait ne pas connaître de personne s'appelant Henri, Madame Valette lui aurait donc conseillé de ne pas se rendre à la poste. D'autre part, Ribeiro, le fermier du vicomte, lui aurait déclaré de son côté qu'il n'était pas disponible cet après-midi-là pour la conduire en voiture. Hélas, la malheureuse s'est entêtée et serait partie à pied répondre à cet appel téléphonique. Et, bien entendu, se faire cueillir par la fameuse idée blanche, ce serait donc un guet-apens bien organisé. Évidemment, le capitaine demande au fermier Ribeiro s'il soupçonne quelqu'un. « Bien sûr, répond Ribeiro. C'est Arlette Boulbès. »« Et pourquoi Arlette Boulbès ?»« Parce que, répond Ribeiro, Arlette Boulbès voulait mettre la main sur la fortune du vicomte et Lucia s'en était aperçue. D'ailleurs, Lucia m'a dit, un jour ou l'autre, elle va me tuer. Et Arlette Boulbès, de son côté, m'a dit un jour que Lucia devenait gênante. » C'est donc ainsi que le capitaine va découvrir l'existence d'Arlette Boulbès, autre personnage et le plus important de l'affaire de Puy-Ricard. L'état civil vous oblige de choisir un prénom figurant dans la liste qu'il a établie, tout au moins il exigeait, mais il admet des orthographes fantaisistes. C'est pourquoi la mère d'Arlette Boulbès décida d'appeler celle-ci Arlette, avec un H. Arlette, donc, a eu une existence mouvementée. Elle est née en 1927 et à 17 ans, elle est venue s'installer à Toulouse avec sa mère. La police les accusera toutes les deux de s'être livrées ensemble à la prostitution, puis d'avoir tenu une maison close clandestine. Arlette le niera tout en reconnaissant avoir eu de très nombreux amants. Il faut aussi lui rendre cette justice, chers amis, qu'elle a cessé d'exercer ce métier lucratif alors qu'elle était encore jeune et très belle, et on ne peut pas oublier non plus qu'elle a élevé elle-même 3 enfants naturels. En 1964, elle achète un domaine et y installe une maison de repos pour personnes âgées. L'administration lui retire une première fois son agrément car sa gestion a provoqué de nombreuses plaintes. Puis, en 1967, il y a 2 ans, l'administration a ordonné la fermeture définitive. Ça ne fait rien. Arlette recueille à son domicile les pensionnaires qui s'étaient attachés à elle. L'un lui consent le bail d'une villa à un prix dérisoire, l'autre lui lègue son appartement et le troisième lui cède ses biens en viager. Il meurt peu après.
de la manière la plus naturelle. Bien que la disparition de ces trois vieillards ait été inévitable à court terme, les journalistes n'hésiteront pas à qualifier Arlette de gérontophage. C'est la première fois qu'apparaît ce néologisme qui mériterait de rester dans notre langue. Faute de ne pouvoir renouveler cette clientèle, en 1969, Arlette Boulbès n'a plus un sou. Elle cherche alors soit à s'introduire dans une maison de repos pour vieillards déjà existante, soit à en créer une. C'est à ce moment qu'elle apprend que le vicomte Jacques de Régis, propriétaire de Roche-Rostellane, est décidé à vendre. Alors elle va le voir. Pas de chance. Le vicomte vient de signer un compromis de vente avec une agence immobilière. Mais un compromis, ce n'est qu'un papier qui peut toujours être déchiré. C'est du moins ce que déclare le capitaine de gendarmerie qui imagine tout naturellement le scénario suivant. Arlette est une grande et belle femme qui, malgré un air sévère et une moue arrogante, peut provoquer l'attirance, le désir, voire la passion. Devant l'aspect du vieillard, elle s'est permis quelques agaceries, quelques coquetteries. Les réactions du vieillard l'auraient amené, c'est, je vous le rappelle, la thèse de la police, à entrevoir une perspective beaucoup plus intéressante que l'achat du château et du domaine qu'elle n'a d'ailleurs pas les moyens de s'offrir. Selon la police, elle aurait envisagé au prix de quelques complaisances et d'un peu de courage, car tout de même, le vicomte physiquement comme moralement d'ailleurs, c'est pas un cadeau, de capter tout ou partie de l'héritage et qui sait peut-être le mariage. Seulement voilà, il y a un obstacle qui paraît de taille, la gouvernante. Ni Arlette Boulbès ni la gouvernante ne connaissent les intentions du vieillard. Elles ne savent pas que celui-ci a l'intention de récompenser les services de la gouvernante par 1 ou 2 malheureux petits millions d'anciens francs. La gouvernante, ancienne prostituée à Marseille, Arlette Boulbès, que la police prétend ancienne prostituée à Toulouse, se sont vite comprises l'une et l'autre. Le manège de l'une n'échappe pas au regard de l'autre. Un jour, la gouvernante reconduit Arlette en lui disant « Inutile de revenir, je ne vous ouvrirai plus la porte !» Arlette lui répond « Et moi je vous conseille de ne pas vous présenter la prochaine fois que je sonnerai. Je ne veux pas avoir affaire à une larbine. » Inutile de vous dire, chers amis, que le mot larbine est d'elle, pas de nous. N'empêche que la gouvernante est un obstacle et qu'il faut trouver une solution. Mais ce n'est pas Arlette Boulbès qui va tuer quand même. Parvenue à ce point, l'enquête va révéler 2 nouveaux personnages qui, encore une fois, par leur seule existence, imposent à la police une version de l'affaire. Mais encore une fois, est-ce la vérité ou son apparence ? Arlette Boulbès a pour amant Sauveur Padovani. Eh oui, bien sûr. Sauveur est un Corse âgé de 55 ans qui semble jouir d'une certaine influence à Aix-en-Provence. Pourquoi ? Sauveur n'a pas d'instruction, il a échoué dans une 12aine de métiers. D'où lui vient cette influence ? Certes, il aurait une certaine tendance à se faire aider financièrement par les femmes dont il partage la vie, mais ce n'est pas un proxénète. Il n'est pas non plus à proprement parler un homme du milieu. Il a été accusé récemment de détention d'armes, mais il s'agissait d'un geste politique. Il n'a reçu qu'une petite peine de prison avec sursis et son casier judiciaire est vierge. Pourtant, c'est là l'explication de son influence. Et l'affaire à l'origine crapuleuse prend une couleur politique. Sauveur Padovani est le chef du service d'action civique d'Aix. Les attentats de l'OAS à la fin de la guerre d'Algérie et les nombreuses campagnes électorales qui se sont succédées ont amené les services d'action civique d'Aix à élargir leur recrutement. Et la police prétend que, selon une tradition méditerranéenne, adoptée d'ailleurs par tous les partis, on ne s'est pas montré difficile et c'est ainsi que les voyous sont accourus en masse. Et parmi eux, le 5e personnage de l'affaire Puy-Ricard. Il s'agit cette fois d'un personnage qui paraît un petit garçon à côté d'Arlette Boulbès et de Sauveur Padovani. Ce 5e personnage s'appelle Gaston Costérat dit Jo l'Aixois. Fils de commerçant, peu doué pour les études, il s'est essayé à être garçon de restaurant, mitron, peintre en bâtiment. Il a même joué du trombone dans la formation de la lyre aixoise avant d'être renvoyé parce qu'on le trouvait trop turbulent. Ce garçon exubérant a trouvé un exutoire à son énergie refoulée en pratiquant le parachutisme sportif, puis en faisant son service militaire dans un régiment aéroporté. À son retour d'Algérie, il se fait rapidement pincer pour un cambriolage et un vol de voiture. Souteneur d'occasion, généralement fauché,
Il a rencontré Sauveur Padovani dans son quartier général, le bar Paris-Nice. Il a maintenant 30 ans, et comme il n'a pas peur de la bagarre, Sauveur Padovani l'engage dans le service d'action civique pour défendre ses colleurs d'affiches. Voici donc bien campés les 5 personnages de l'affaire Puricard, et voici tout naturellement la version qu'imagine la police qui, comme vous allez le voir, découle moins des faits que du passé et de la personne des protagonistes. Premier acte, Arlette Boulbès explique à Sauveur Padovani que la gouvernante du vicomte la gêne. Sauveur Padovani imagine alors de l'écarter, pas question de la tuer, nous ne sommes pas à Chicago, mais il pense à un petit accident qui pourrait envoyer la gouvernante à l'hôpital pour quelques mois. Bien entendu, ils ne vont pas faire ça eux-mêmes, Arlette Boulbès est trop engagée dans cette affaire et Sauveur et son amant est de plus beaucoup trop connu. Alors il pense à Jolexois et lui propose 1 million pour provoquer un petit accident sur la route qui écartera la gouvernante. Jolexois accepte et reçoit 3000 francs d'acompte. Deuxième acte. Voici comment l'affaire est organisée, c'est du moins la version de la police. Un télégramme signé Henri est envoyé à la gouvernante pour l'avertir qu'on l'appellera à la cabine téléphonique du village entre 16h et 16h30. Vers 16h, Jolexois, qui a volé la veille une idée blanche, s'arrête au bord de la route devant le hangar d'une ferme à quelques centaines de mètres du château et il attend. À la même heure, Arlette Boulbès et Padovani Sauveur se rendent chez le vicomte au château de la Roche-Rostallane. Troisième acte. Lorsqu'Arlette voit la gouvernante partir pour le village, elle attend quelques minutes, qui ont été soigneusement calculées, et sort du château. C'est un signal convenu. Elle a une robe blanche, et de l'endroit où elle se place, Jolexois la voit. Comme l'apparition d'Arlette dans sa robe blanche signifie que la gouvernante est sur la route du village, Jolexois actionne le démarreur de la voiture. La suite, vous la connaissez, au lieu de s'en tirer avec quelques fractures, le hasard veut que la gouvernante heurte du crâne la souche d'un platane et en meurt. Dans la présentation que la police fait de cette affaire, tout est logique, et surtout parfaitement conforme au caractère des personnages. D'ailleurs, à part un alibi de dernière heure que s'invente Jolexois, et qu'un commissaire de police démontra sans difficulté, mais aussi sans grande certitude, rien ne vient contrarier cette thèse. Le trio comparaît donc devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence l'année suivante, au mois de juillet, sous l'accusation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce sera un procès plutôt bizarre. D'abord, la salle est houleuse, car les accusés y ont beaucoup d'amis. Ensuite et surtout, on parle beaucoup plus du passé des accusés que de l'affaire elle-même. Le vicomte, qui est entré définitivement dans une maison de repos, n'est même pas là. À tel point qu'Arlette Boulbès, toujours belle et arrogante, s'exclame plusieurs fois « Mais je suis venu ici pour qu'on parle de l'affaire de Puricard, j'aimerais bien qu'on en parle !» Malgré cela, l'accusation, indéfiniment, s'acharne à démontrer la vilainie d'Arlette Boulbès et le manque de scrupules de ses 2 acolytes. Mais de l'affaire elle-même, on ne parle pour ainsi dire pas et pour cause. Il n'y a rien à en dire. Il n'y a pas de preuves certaines, ni d'un côté ni de l'autre. Simplement une version logique, je dirais même raisonnable, qui habille les personnages comme un vêtement merveilleusement coupé. Finalement, les jurés vont infliger 12 ans de réclusion à Arlette Boulbès et 8 à Sauveur Padovani et Jolexois. Mais la chaleur du mois de juillet 1970 et la longueur des audiences ont tendu les nerfs du public et des magistrats. Le verdict est accueilli par des injures que les amis des condamnés hurlent de toute la force de leurs poumons. L'avocat général fera exception à la règle qui veut que ces manifestations soient ignorées. Il ordonne d'arrêter Joseph Boulbès, le frère de l'accusé, qui sera condamné le surlendemain à 4 mois de prison avec sursis pour outrage à magistrat. Le journal de gauche, le Méridional, qu'on ne peut accuser de sympathie pour le service d'action civique qui fut à l'origine l'émanation d'un mouvement gaulliste, n'hésite pas à écrire « A-t-on sanctionné les accusés pour le délit qui leur était reproché ? Il est juste de dire que les débats n'en ont pas apporté la preuve formelle
Et malgré leur condamnation, l'énigme demeure. Pour les uns, c'est un règlement de compte, pour les autres, on les a seulement jugés sur leur passé. Certes, écrit toujours le Méridional, si ces commentaires sont excessifs, il reste que l'on a beaucoup parlé du passé des accusés et pas du tout de l'affaire de Puy-Ricard. Et la défense n'a pas manqué de faire ressortir que l'enquête ressemble trop à un scénario conçu à partir d'une idée toute faite. Pourquoi en effet choisir systématiquement la thèse de la machination alors qu'après tout, celle de l'accident tout bête était tout aussi vraisemblable. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Hả? Hả? Vâng.